Pierre Chaillot, vous êtes le président et fondateur du musée Hippolyte Fontaine. Depuis le mois de septembre, vous êtes installé dans les nouveaux locaux que vous avez inaugurés au début du mois d'octobre. La présentation du musée dit que l'on peut découvrir une collection d'époque retraçant l'apparition de l'électricité et son entrée dans notre quotidien au gré des visites animées par des passionnés. Donc l'objectif du musée, c'est d'expliquer comment l'électricité est entrée au fur et à mesure des années dans notre quotidien. Absolument. On commence depuis 1773, 18e siècle donc, avec Benjamin Franklin, qui est donc, comme vous le savez, l'homme qui s'est beaucoup intéressé à la foudre et au paratonnerre, mais pas que. Donc on commence à peu près à cette période-là. Et puis ensuite, bien sûr, on a Volta avec sa fameuse pile, cette façon de créer de l'électricité, pour arriver à monsieur Hippolyte Fontaine, qui lui a travaillé avec monsieur Zénobe-Gramme à la commercialisation et à la réalisation de dynamos, puisque à l'époque, seuls les dynamos pouvaient produire une quantité de courant suffisamment importante, et donc ces dynamos, bien entendu en courant continu, ont fait la richesse et la renommée de ce Dijonais. Du coup, ce musée retrace leur parcours, leur création, l'évolution. Absolument. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, partir de la base d'un objet ou d'une technique pour aller jusqu'à l'apparition aujourd'hui, par exemple pour les lampes. Eh bien, on commence par des lampes au filament de carbone et on termine avec les LED. Donc on a véritablement toute la gamme complète des lampes qui ont pu exister au cours des années. Et donc c'est valable pour ça, mais c'est valable pour le téléphone, c'est valable pour le cinéma, c'est valable pour l'électroménager, etc. Alors on évoque les prémices de l'électricité, mais du coup, comment est-ce que l'électricité a été découverte ? Moi, je vous parlais de 1773 et de monsieur Benjamin Franklin, mais bien avant lui, on a commencé déjà à découvrir l'électricité statique grâce à l'ambre. On s'est aperçu que l'ambre avait des caractéristiques tout à fait intéressantes et que donc on pouvait déplacer des objets, on pouvait attirer des objets grâce à l'électricité statique. Donc il y a eu tout un travail de fait par un nombre considérable de chercheurs depuis la nuit des temps. Vous divisez le musée en plusieurs catégories. L'éclairage, l'électroménager, les mesures, l'industrie et le son et l'image. Ce sont les principales utilisations de l'électricité aujourd'hui. Aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir présenter toutes les applications qu'on peut en faire. Pour la raison très simple, c'est que on ne connaît pas aujourd'hui de secteur d'activité, que ce soit d'activité professionnelle, de loisirs, etc., qui n'utilisent pas l'électricité. Alors évidemment, le champ est très large et on peut difficilement présenter le panel complet de toutes ces applications de l'électricité. Mais nous nous efforçons de présenter ce qui, au quotidien, apporte à tous les gens ce confort grâce à l'électricité. Et du coup, pour quelle catégorie a-t-on commencé à utiliser l'électricité ? On a véritablement cherché à exploiter ce qui ne se voyait pas. Parce que le problème de l'électricité, c'est ça. C'est que ça ne se voit pas. L'eau, on voit. On peut matériellement comprendre comment ça marche. Pour ce qui est de l'électricité, c'est beaucoup plus complexe parce que ça ne se voit pas. Il a fallu une démarche phénoménale d'un nombre de gens considérable pour pouvoir réussir à démontrer que l'électricité existait déjà et ensuite de pouvoir dire on va l'appliquer à différentes choses. Alors évidemment, il faut arriver dans les années 1906 pour se dire que l'électricité commence à être répandue. C'est très récent. C'est relativement récent, ça a un peu plus d'un siècle, mais bon, c'est quand même récent. EDF n'existait pas. EDF a été créé en 1946, donc c'est quand même bien après cela. Et avant, chaque village ou chaque ville avait sa propre usine d'électricité et distribuait son propre courant. Alors évidemment, c'était d'abord et avant tout pour la lumière, parce que la lumière, c'est ce qu'on avait trouvé en premier. Avec la lumière, très rapidement, on a trouvé le chauffage, bizarrement, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on faisait traverser un courant à travers un fil, ce fil chauffait. Donc on a compris qu'on pouvait produire du chauffage avec cela. Et puis ensuite, les choses ont été relativement rapides dans les années 1920-1930, c'est-à-dire tout de suite après la Première Guerre mondiale et entre les deux guerres, on a eu un développement là qui a été considérable. Et là, ça a été véritablement tourné beaucoup vers la ménagère, parce qu'on s'est rendu compte que la machine à laver, par exemple, qui a été inventée dans les années 1930, donc c'est assez ancien, le lave-vaisselle, 1934. D'ailleurs, au musée, nous présentons un lave-vaisselle de 1934, ce qui est assez rare quand même. Et donc, il y a eu un développement considérable tourné vers la ménagère. Du côté de l'industrie, bien sûr, on a tout compris aussi, et on a beaucoup utilisé l'électricité, parce qu'on a très vite compris que le moteur était quelque chose d'indispensable. Et en fait, le moteur, qu'est-ce que c'est ? C'est la dynamo de Gramme. Monsieur Hippolyte Fontaine a démontré
démontré que cette dynamo, si on l'alimentait, elle devenait un moteur électrique. Le moteur électrique n'existant pas à l'époque. Donc, si vous voulez, il y a eu une avancée terrible lors de l'exposition de Vienne en Autriche, où M. Hippolyte Fontaine a démontré la réversibilité de la dynamo. Ça, c'était pas évident. Et puis la deuxième chose, il a démontré qu'on pouvait transporter le courant. Et là, c'était encore un peu moins évident, parce que à l'époque et depuis des siècles, on essayait de faire de l'électricité, on essayait de capturer l'électricité. Et puis là, eh bien, on s'est rendu compte qu'en fait, si on produisait de l'électricité à un endroit, cette électricité, on pouvait la transporter pour l'utiliser ailleurs. Alors ça a été une avancée phénoménale, parce qu'aujourd'hui, évidemment, les centrales, elles existent, on les connaît tous. Il doit y avoir quelque chose comme 19 réacteurs en France actuellement qui produisent de l'électricité, et je ne parle que des réacteurs nucléaires. Toutes ces centrales produisent de l'électricité et desservent en définitive la totalité du territoire français. Donc, grâce à M. Hippolyte Fontaine, on a su faire le transport de cette électricité. Ce musée donc sert pour un public large, mais aussi pour des scolaires qui viennent apprendre l'histoire de l'électricité. En moyenne, par an, nous avons quelque chose comme 3000 visiteurs. La population scolaire représente plus de 50% de ces visiteurs. Quand je dis scolaire, il faut entendre depuis l'école primaire jusqu'au niveau enseignant. Nous recevons des groupes d'enseignants qui sont appelés à devenir instituteurs, professeurs, enfin bon voilà. Nous recevons ces gens-là aussi qui ont besoin de ce contact avec le matériel ancien et puis de voir d'une façon concrète l'évolution de l'électricité. Très bien. Merci Pierre Chaillot. Je rappelle que vous êtes président et fondateur du musée Hippolyte Fontaine à Saint-Apollinaire.